14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. S'il y a bien une différence entre les hommes et les femmes, c'est la capacité à porter un enfant. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, parce que la grossesse est une expérience, j'oserais dire, initiatique. Alors il est clair que c'est un événement vraiment à part et seules celles qui l'ont vécu peuvent en témoigner. Néanmoins, et c'est ce que l'on va voir en compagnie de Hugues, c'est que chaque grossesse est particulière. Même chez la même femme, eh bien, 2 grossesses peuvent être tout à fait différentes. On pourra également évoquer l'IVG, qui n'est jamais un acte anodin. Je trouve d'ailleurs que ce sujet de donner la vie, ou au contraire de refuser de la donner, est un sujet intéressant, particulièrement cette semaine, où se discute à l'Assemblée le sujet sur la fin de vie. Parce qu'après tout, accepter de donner la vie, c'est aussi accepter de mourir, parce qu'on a tendance à croire que le contraire de la vie, c'est la mort. En fait, non, ce serait plutôt la naissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de tout ça qu'on peut parler ensemble et je vous invite à venir témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Hugues, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, merci aussi que je puisse participer à cette émission. Je vous en prie, c'est une émission importante parce que c'est quand même ce qui fait qu'on est tous là sur Terre. Je précise que vous avez un blog, l'essentiel vu du cœur, et également hugueraine.com qui sont tout nouveaux, tout neufs, qui sont à nouveau mis au monde, si je puis dire. Vous travaillez beaucoup sur ces notions d'enfantement. Vous avez travaillé longtemps sur les questions d'infertilité et j'ai eu envie qu'on aborde à la fois la grossesse, bien sûr, mais aussi l'IVG qui est quand même quelque chose d'important, et pourquoi pas aussi la perte d'un fœtus, enfin tout ça, tout ce qui fait que on prend conscience de la responsabilité de donner ou pas la vie. Oui, tout à fait. Alors, je pense que les événements que vous évoquez, c'est des événements fondamentaux dans une vie humaine, et tout événement fondamental nous invite à une réflexion plus profonde que d'habitude, ou alors pour certains s'appuyer sur la pensée unique de la société, mais en fait il y a quand même quelque chose qui interroge profondément l'être, et c'est un petit peu pour ça que je trouve cette émission très intéressante, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça interroge en nous, pour les femmes, pour les hommes, et puis pour ceux qui sont peut-être aussi un peu à l'extérieur et qui regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, alors on n'exclut absolument pas les hommes, parce que ce qui est intéressant, moi je l'ai beaucoup remarqué, les hommes sont peut-être parfois assez éloignés durant la grossesse, parfois même un peu en se disant est-ce que c'est vraiment le moment, et pourtant quand ils prennent le bébé, le nourrisson dans les bras, il y a quelque chose immédiatement qui se change. Oui, tout à fait. Alors, je pense que la période a un peu évolué, parce qu'actuellement, dans ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est vrai. Les hommes sont beaucoup plus impliqués qu'avant, se posent beaucoup plus de questions, même s'ils sont pas interpellés au même endroit. Il y a quand même quelque chose enfin moi j'ai beaucoup étudié leur place, essayé de comprendre leur place, plutôt pas étudier, mais essayer de comprendre. Et j'ai beaucoup développé de choses sur la place de l'homme, en effet, dans cette belle histoire du désir d'enfant, de la grossesse et de l'accouchement. Et il a un rôle tout à fait essentiel, en fait, pour moi, dans l'accouchement. Presque, je dirais, à un autre niveau, mais presque autant que la mère et que l'enfant. La naissance, pour moi, c'est un effort de 3 personnes, la mère, l'enfant et le père. Et de ce point de vue-là, il a toute sa place. Bien sûr. J'évoquais, vous savez qu'en ce moment se discute à l'Assemblée la loi sur la fin de vie. J'évoquais justement la naissance et la mort, parce qu'on a tendance à toujours opposer la vie à la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous, Hugues? Alors, totalement d'accord, parce que en fait, oui, je pense qu'en effet, les deux sont opposés. La seule chose, c'est que on voit la naissance comme un événement heureux et la mort comme un événement malheureux. Et ça, c'est un peu dommage, parce que je pense que c'est une vision un petit peu trop, fermée, et qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et alors, c'est laquelle ? Ça m'intéresse. C'est quoi la meilleure façon de voir les choses ? Vous savez, je crois que de plus en plus, si on regarde ce qui se passe dans notre société et dans toute l'évolution de la pensée
Il y a une perméabilité qui se fait entre le visible et l'invisible de plus en plus. C'est-à-dire qu'autant on peut remonter maintenant, depuis la naissance jusque dans la vie intra-utérine, il y a des moyens d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et autant de l'autre côté, entre la mort et l'après-mort, eh bien, il y a des tas de choses qui se développent, une compréhension, et on a le sentiment qu'en fait c'est une continuité avec, comment dire, comme si on se réveillait un matin, comme la naissance serait le réveil le matin, et la mort ce serait le soir où on s'endort. Mais finalement, s'endormir, c'est quelquefois aller dans des beaux rêves, et c'est pas si mal que ça. Et donc, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui pensent qui même expriment le fait que pour eux, c'est un peu retourner dans un monde, chez eux presque, dans un monde beaucoup plus cool que celui qu'on vit ici, surtout dans cette période, et que finalement, ce serait un événement malheureux peut-être pour ceux qui restent, encore que, mais que pour l'être qui meurt, ben, finalement, ce serait pas si horrible que ça, loin de là. En tout cas, ce qui est certain, et ça on le voit bien, notamment lors des enterrements, les enfants sont l'avenir des parents et des grands-parents, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la continuité qui se joue dans la naissance des enfants. Complètement, oui. Alors, je crois que justement, enfin, moi, je commence à avoir un certain âge, hein, mais j'ai le sentiment justement d'essayer maintenant de dire ce que j'ai pu faire, de le laisser sur mon blog, sur le site Nouveaux Parents, Nouveaux Enfants aussi, à mes enfants, un petit peu autour de moi, sans prétention, mais avec l'idée que, ben voilà, toute ma vie, j'ai cherché à rejoindre le physique, le psychique, l'évolutif. Et puis bah, je dépose ça, et puis les autres le reprendront. Qui veut le reprend et le fera aller beaucoup plus loin, peut-être à d'autres endroits que j'avais pas prévus. Et en effet, il y a une transmission qui se fait aux enfants et à la société et aux autres. Et puis après, bah, chacun en fait ce qu'il veut. Et je crois que c'est ça, ce qui est important dans la vie, c'est de transmettre et de laisser vivre. C'est ce que je fais ici avec tout le lieu dont je me suis occupé pendant 20 ans presque, et où je laisse un autre groupe maintenant s'en occuper, alors c'était aussi un peu mon bébé. Et bien ça, je le vis finalement très bien. Donc on plante la petite graine et puis on la laisse pousser. Voilà. On laisse pousser, exactement. Oui, alors il y a une question quand même que je voudrais poser, et puis après on va donner la parole évidemment à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Au fond, est-ce que la femme va, au moment où elle est enceinte, elle va penser à sa mère et finalement avoir une relation un peu identique vis-à-vis de sa grossesse par rapport à ce que sa mère aurait vécu? Est-ce qu'il y a comme ça beaucoup de similitudes, ou au fond ça dépend tellement des individus? Alors, d'un point de vue global, et je dis bien d'un point de vue général, dans tout ce que j'ai pu observer dans la grossesse, il y a vraiment 3 temps différents: le premier, le deuxième, le troisième trimestre. Et là, vous parlez pour moi, Brigitte, du premier trimestre. Et dans le premier trimestre, il y a en effet tout un travail qui va se faire par rapport au passé. C'est-à-dire être enceinte pose un certain nombre de questions. Je vais être mère, par exemple, pour évoquer ce que vous êtes en train de dire. Et forcément, la référence qu'on a, c'est la nôtre de mère en premier. Même si on a d'autres références, c'est celle-là qui est la première. Et donc, ça va interroger la relation qu'on a eue avec notre mère, avec notre père aussi, etc., bien sûr, mais après. Et que de ce point de vue-là, il y a tout un travail psychique qui se fait en début de grossesse, une femme qui avait beaucoup travaillé la question, qui s'appelle Monique Bidlowski, avait nommé la transparence de la grossesse. La transparence de la grossesse, c'est que il y a un travail psychologique, type psychothérapeutique, si je peux dire, qui se fait spontanément dans le premier trimestre, à condition qu'on le laisse se faire, à condition qu'on l'accepte, qu'on le fasse accompagner de temps en temps par des professionnels si c'est nécessaire. Et ce travail, il va tourner vers le passé, il va permettre de se mettre en paix avec ce passé, et en paix avec son propre passé, pour justement qu'il y ait quelque chose qui avance et qui ne reste pas bloqué dans les traumatismes qu'on a eus, parce qu'on a tous eu des traumatismes, naissance, enfance, petite enfance, etc. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était une proposition de dépasser tout ça et d'arriver dans un monde un peu plus juste, pas à pas. Et d'ailleurs, toute la grossesse, les 3 trimestres de la grossesse sont faits pour soigner un petit peu la pathologie humaine ambiante, je dirais, que des gens comme Sébastien Boer, neurobiologiste, avaient beaucoup décrit. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure dans l'émission. Il y a vraiment quelque chose dans la grossesse qui soigne non seulement l'individu, mais qui soigne autour et qui soigne même au niveau sociétal. Et c'est ça que je trouve extrêmement important, à condition qu'on accepte de vivre la grossesse et que ce soit pas juste un passage obligé, désagréable, comme on l'entend un petit peu trop souvent. Eh bien, c'est de ça dont on va parler grâce aux femmes qui vont évidemment nous en parler. Et on vous invite évidemment, si vous avez des questions précises à poser à Ukraine, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sur Sud Radio, le matin, c'est Bourdin. Édouard Philippe, est-ce que vous n'êtes pas l'héritier du macronisme? Écoutez, je suis qui je suis, je sais d'où je viens. Je ne me positionne pas, Jean-Jacques Bourdin, par rapport à tel ou tel. On ne doit jamais être prisonnier de son parti, ni prisonnier de son camp. La valeur cardinale, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. La valeur cardinale, c'est le rassemblement. Sud Radio, 7h-9h, le grand matin, Jean-Jacques Bourdin. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hugues Renge, ancien gynécologue, obstétricien et spécialiste des traitements de l'infertilité, avec qui on va parler donc de ce moment tellement particulier qu'est la grossesse. Et on commence avec vous, Catherine. Bonjour. Pardon, oui, bonjour Brigitte. Je vous en prie. Bonjour Hugues. Bonjour. Voilà, écoutez, ce sujet me touche particulièrement. D'abord, je voulais juste faire un petit aparté parce que j'ai bien aimé ce que vous aviez dit, Hugues, sur le découpage de cette grossesse en 3 trimestres et que le premier trimestre, vous le rattachiez en fait qu'il fallait être en paix avec son passé. Alors moi, comment vous dire, moi j'ai 2 enfants, donc ma première grossesse, je l'ai vécue vraiment dans une plénitude, et pourtant je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'a pas été non plus, mais en tout cas ça a été une parenthèse enchantée dans ma vie, alors que mon passé a été souffrant de violences sexuelles que j'ai vécues quand j'étais jeune enfant. Mais par contre, la grossesse, cette première grossesse, est pour moi été tellement attendue parce que c'était le rôle de ma vie. Enfin, c'est ce que je sentais en moi depuis très très longtemps, que je ne voulais pas manquer cette étape-là de ma vie. Et en tout cas, ça a été, mais vraiment quand je dis une parenthèse enchantée, ça a été ça. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été formidable. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'époque avec mon ex-mari, nous habitions à Djibouti. Et j'ai attrapé la toxoplasmose, donc dans le fin premier trimestre, donc au moment où le fœtus était encore en pleine évolution. Et donc ça a été un petit peu dramatique dans le sens où j'ai été rapatriée sanitaire, on m'a fait des examens, etc. Portion de sang, enfin bon, beaucoup de choses. Mais par contre, donc avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Et avec mon ex-mari, on avait dit qu'est-ce qu'on fait si on nous annonce le pire pour le bébé. Et on avait donc prévu donc une interruption de grossesse. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comment vous dire, mon cœur de future maman me disait que tout allait bien dans mon corps. Alors bien sûr, j'ai été sous tension quand on m'a annoncé ça. J'étais pas. Bien sûr. Oui. Mais par contre, mon corps. Au fond de vous, oui, puisque le fœtus était bien au fond de vous. Vous aviez le sentiment que ça allait aller, c'est ça. Que tout allait bien. Donc j'ai refusé l'IVG, donc je suis rentrée, j'étais rapatriée à moi, je suis revenue à Djibouti. Je suis revenue. Et votre mari était d'accord avec votre décision? Oui, finalement oui. D'accord. Oui. Et donc, j'ai accouché à Toulouse, tout s'est bien passé. Donc, le bébé a été suivi. Je suis revenue à Djibouti, il avait 1 mois. Il a été suivi pendant toute sa première année. Et puis, tout allait bien. Bon, la seule chose, c'est qu'il a été un peu impacté parce que j'ai été sous antibiothérapie pendant les 6 derniers mois. Mais, impacté, c'est juste au niveau dentaire, c'est pas bien grave. Mais, en fait, pour vous dire que moi, je l'ai vécu vraiment quand on dit dans mes tripes, mais avec une intuition tellement forte que tout mon corps me disait, alors peut-être ce petit fœtus qui était en lien avec moi déjà, et qui avait une puissance déjà de quelque chose qui se déclarait entre lui et moi. Et en tout cas, voilà, et tout s'est bien passé. Et par contre, pour ma fille, parce que j'ai appris... Alors, on va déjà, si vous le voulez bien, Catherine, on va déjà laisser Hugues Renge réagir à ce que vous venez de dire, et je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Oui, alors juste Catherine, une précision, vous parlez toujours de la première grossesse, c'est bien ça? Oui, c'est la première grossesse, tout à fait. Non. Alors, je voulais dire 2 choses. D'abord, d'un point de vue technique, c'est que je ne sais pas quel âge a votre fille, mais au début, dans le diagnostic anténatal, au niveau de la toxoplasmose, ça n'a pas été, très très facile d'identifier les vrais risques de la toxoplasmose. Et dans ce que j'ai vécu moi, puisque j'ai participé à cette étape-là, de plus en plus, on s'est rendu compte que la toxoplasmose, finalement, à part quelques cas où il y avait vraiment des pathologies, le plus souvent, on pouvait quand même
être relativement rassuré, même si, comme vous l'avez tout à fait dit, vous étiez sous antibiotiques et le bébé a été longtemps sous antibiotiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois tout à fait au fait, c'est pour ça que je vous demandais si c'était bien le premier enfant, qu'à partir du moment où vous êtes tellement en symbiose avec l'enfant qu'en effet, il peut y avoir une intuition tout à fait juste de savoir que ça va bien. Et du coup, s'accrocher à cette idée me paraît une très bonne intuition. Même si quelquefois, et je dis ça pour d'autres femmes, on peut avoir des intuitions qui sont un petit peu perturbées. Dans ce que vous dites, dans ce que vous racontez, dans l'énergie que vous avez, je pense que c'est une intuition qui était très très juste. Moi, j'ai vu des intuitions dans ma profession sur un autre axe aussi. C'est alors que la grossesse semblait se passer très très bien. Une amie d'ailleurs qui travaille encore avec moi maintenant, qui est psychologue en plus, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Et en effet, quelque chose commençait à ne pas aller, alors qu'il n'y avait aucun signe, rien de spécial. Elle sentait que quelque chose se passait de travers. Et je pense qu'en effet, si vous voulez, il y a quelque chose de très intéressant et qu'on a peu développé, c'est que, et que j'ai essayé d'exprimer plusieurs fois, c'est que dans la grossesse, il n'y a pas deux, il n'y a pas un enfant et une maman, il y a un. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 1. Et donc ce 1 fait que l'un perçoit l'autre et que l'autre perçoit l'un. Et que donc il y a une intimité, et si on rentre dans cette intimité, et c'est ce que j'expliquais aussi sur l'accouchement, on est dans quelque chose qui est une symbiose, c'est pas une fusion, c'est une symbiose, et où les deux organismes fonctionnent vraiment ensemble, au point de vue physique, au point de vue psychique, et peut-être même au point de vue évolutif. Voilà. Et bien comme ça, comme ça, on sait d'où vient ce désir de fusion qui nous reste toute notre vie, Hugues. Voilà. Oui, alors je préfère dire symbiose parce que fusion, c'est comme s'il y avait un mélange avec là, il y a quand même les deux, mais qui sont ensemble. Oui, j'entends bien. Mais tout à fait, oui. Et puis ça vient de plus loin que ça. Ça vient aussi de la vie intra-utérine où là, on était dans une fusion encore plus complète. Et ce dont on parle d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un désir de fusion après, comme vous le dites, Brigitte, mais il y avait une expérience de fusion pendant la grossesse, mais ça c'est une autre histoire. Allez Catherine, on vous redonne la parole, allez-y. Oui. C'est très fort ce que vous dites parce que moi je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que j'avais c'est pas le sentiment, c'est d'abord un sentiment de plénitude totale et surtout je dis mais tu respires là avec tu n'as plus 2 poumons, tu en as 4. Tu vas respirer, tu portes le poids de 2 mondes dans ton ventre, tu as le tien, tu as le sien, tu as 2 cœurs, tu respires avec 2 cœurs. Enfin c'était d'une puissance, et je l'ai pas vécu de la même façon avec la grossesse de ma fille parce que j'ai eu un garçon, mon premier enfant c'était Nicolas, il y a 35 ans de ça. Et juste pour rebondir sur le fait de la toxo, c'est que bon, on était à l'étranger, donc avec une couverture médicale qui était quand même pas très présente, et on nous avait dressé vraiment un tableau de la toxo, les plus noirs qui soient, quoi. Donc avec les atteintes, neurologiques, cardiaques, enfin nous avait dit un truc vraiment, le tableau c'était horrible. Mais bon, malgré ça, de ce que je vous ai dit, voilà, je suis restée vraiment forte en fait. Ça aussi la force incroyable que moi m'ont donné mes grossesses. Alors là, c'est une puissance, une force d'être en fait, et d'être capable de tout. Mais vous savez, Catherine, on parle en psychanalyse de toute puissance, mais alors, quand même, si on réfléchit un tout petit peu, être capable de faire grandir un être pendant 9 mois, et c'est quand même quelque chose d'assez magique. Enfin, c'est magique, c'est exactement, c'est magique, c'est merveilleux. Enfin, porter la vie, enfin, avoir une vie en soi, mais c'est quelque chose il faut le vivre. Mais il y a beaucoup d'hommes, qui aimeraient le vivre, absolument. Oui, bien sûr. Après, ils le vivent autrement, c'est certain. Mais en tout cas, moi, c'est deux moments forts de ma vie. Alors vous parlez, c'est intéressant parce que vous parlez des femmes qui n'en ont pas eu le désir, hein, et en même temps, c'est aussi, c'est aussi difficile. C'est pas que merveilleux de porter un enfant pendant 9 mois, d'accoucher et ensuite de se lever toutes les nuits, etc. Donc il y a des tas d'avantages et puis il y a aussi quelques inconvénients, dont d'ailleurs je me suis volontiers passée, hein, moi, Catherine. On vous dit ça merveilleusement bien, Brigitte. C'est merveilleux. Mais non, mais c'est vrai, on va pas culpabiliser non plus celles qui n'ont pas eu envie. Mais votre témoignage, au moins, peut faire réfléchir celles qui, pour l'instant, ne savent pas trop ce qu'elles ont envie de faire, parce qu'il ne faut pas passer à côté non plus de ce désir d'enfant si on en a envie.
Oui, Oui, je crois que, oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est ce qui compte, c'est que, voilà, c'est ce que chacun veut. Et voilà, s'il désire ou pas d'enfant. Moi, le désir, il était profond. Hein, Ah bah moi, ça, je crois que c'était. Oui, je crois que chez vous, on le sent dans chaque parcelle de vos cellules. Hugues, qu'est-ce que vous voulez, pour conclure le joli témoignage de Catherine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, Brigitte, sur le fait que, oui, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a la façon de donner la vie, elle peut prendre différents visages. Et il y en a un qui, en effet, faire un enfant, et celle qui le désire, c'est parfait, et il y a zéro souci. Mais il y a aussi une autre façon, c'est que de nos jours, la vie, on peut s'en occuper de 1000 façons, et vous, Brigitte, je pense depuis longtemps, et vous le savez bien, que vous vous en occupez de façon merveilleuse, à votre façon, et que cette façon de faire, et j'allais dire, est magnifique. Il n'y a pas à comparer, ni rien, mais je pense qu'il y a d'autres façons de s'occuper de donner la vie. D'ailleurs, à partir du moment où une femme est ménopausée, elle ne peut plus avoir d'enfants. C'est pas pour ça qu'elle ne peut pas donner la vie à sa façon autour d'elle. Et là, ce serait vraiment, encore une fois, une autre émission de parler de ça. Et je pense que vous avez dû développer ça sur votre émission de nombreuses fois, Brigitte. Donc, il suffit de se reporter au podcast, je pense. On continue, en tout cas, merci beaucoup Catherine. On continue dans un instant avec le Love Conseil. On va parler de notre passé qui révèle évidemment notre avenir affectif. Aujourd'hui, avec Hugues, nous parlons de ce qui se passe chez une femme pendant la grossesse. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hugues, on va parler de notre passé qui forcément révèle un peu notre futur et notamment notre avenir. Et on va parler de ça sur le plan affectif. C'est une théorie tout à fait intéressante puisque évidemment, notre passé va quand même avoir une influence sur l'avenir. Et en comprenant mieux le passé de quelqu'un, on va pouvoir mieux prévoir ce qui nous attend. Donc, voici quelques indices positifs et négatifs, puis pour savoir si vous pouvez partir dans l'aventure avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. Alors, plus l'âge est avancé, on va fixer la moyenne à peu près à 45 ans, plus les indices qui sont négatifs, plus il faut rester prudent, évidemment. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et oui, avoir 50 ans sans enfant, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de vraiment s'engager pour fonder un vrai couple, même si je parle pas de famille, mais quand même, fonder un vrai couple, si on n'a jamais eu d'enfant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant à analyser. Si on n'a jamais vécu plus de 5 ans avec quelqu'un, c'est aussi signe qu'on a un peu de mal à s'engager. Si on a eu pas plus que 2 ou 3 partenaires, je parle évidemment de gens qui ont plus de 45 ans, c'est pas tellement rassurant non plus, même si on pourrait penser qu'a priori c'est quelqu'un qui n'est pas volage, mais c'est plutôt signe d'une incapacité à aimer. Alors si on a eu plus de 150 partenaires, bon là c'est pareil, il y a peut-être un petit côté papillon. Bref, si c'est toujours lui qui a rompu, attendez-vous peut-être à ce qu'il vous quitte ou qu'elle vous quitte. Si il est très fâché avec ses ex, ça prouve qu'il passe de l'amour à l'indifférence. S'il est trop proche, en revanche, d'une ex, peut-être qu'il n'a pas encore tourné la page. S'il a beaucoup consommé de drogue, d'alcool ou qu'il est très accro à son travail, au sport, attendez-vous qu'il soit peu disponible. S'il est souvent malade, posez-vous la question si vous avez envie d'être infirmier ou infirmière. Et je pourrais continuer les exemples à l'infini, Hugues, vous êtes d'accord? Ça vous fait rire? Oui, je trouve ça en même temps très concret, très précis, en même temps très ouvert. Non, c'est très intéressant. Oui, mais on a tendance à occulter beaucoup le passé de quelqu'un qu'on rencontre. Pourtant, c'est tellement riche d'indices. Tout à fait. Faut-il encore qu'il ou elle nous dise la vérité, évidemment. Bon, voilà. Oui. Donc on mène une petite enquête et alors, ce qui est pas mal, je donne la piste. Ce qui est pas mal, c'est d'enquêter un petit peu de manière très discrète avec son ou sa meilleure amie, bien évidemment. Parce que là, on a parfois des réponses très surprenantes. On continue, on revient sur la grossesse justement avec vous, Laurence. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Alors, moi aussi, c'est une histoire d'épanouissement total dans la grossesse. Mais il
y a un préambule à ça pour mieux faire comprendre aux auditeurs et à vous-même. Moi, je suis la fille d'une maman qui venait d'une famille nombreuse, pauvre. Et donc, qui n'a eu de cesse que de s'émanciper par le travail et qui a placé en avant sa carrière. Et qui, depuis que j'étais toute petite, me répétait que le fait d'avoir des enfants est un obstacle. Donc voilà, donc j'ai grandi avec ça. Et donc il n'était pas une maman très maternante, même pas du tout. Par contre, les livres étaient très importants, elle m'en achetait beaucoup, et donc j'ai construit la représentation de ce que pouvait être une maman à travers des choses comme par exemple la série des Martine. Et quand je me projetais, je me disais, ben voilà, moi je serais une maman qui fera des anniversaires merveilleux, qui coudra des vêtements, voilà, un truc idéalisé, fantasmatique. Et donc, quand je me suis trouvée enceinte, ça a été un épanouissement total. Et en même temps, le fait que la grossesse soit suivie en milieu médical, c'est très important, ça a permis que la société légitime ma façon de voir la maternité. Parce que ce sont des gens de savoir, et que le savoir était lui-même important pour ma mère, qui pourtant, elle, lorsque j'ai dit que j'étais enceinte, avait dit, et tu le voulais, l'air complètement désemparé. Atterré. Donc voilà, d'avoir un regard extérieur, souvent d'un milieu féminin, puisque souvent ce sont des sages-femmes, des femmes, etc., qui validaient ma grossesse, ça m'a totalement portée. Et j'ai été la plus heureuse, si on fait abstraction des nausées. Ça a été épouvantable tout le premier trimestre. Mais après, mes 3 grossesses ont été absolument merveilleuses. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous prenez un peu le contre-pied de votre mère quand vous avez ce désir d'être maman. Ah oui, totalement, parce que je n'ai pas fait pour autant refus de carrière. Oui, j'ai fait des longues études, j'ai travaillé, je n'ai pas pris de congé parental, par exemple. J'ai quand même gardé ce diktat familial autour de la carrière et du travail. Donc ça m'a pompé pas mal d'énergie. Mais j'ai réussi à construire autre chose. Mais de toute façon, il n'y a pas de mystère. Soit on reproduit le schéma, soit on s'y oppose. Et moi, j'ai choisi la voie de l'opposition, je pense. Oui, mais tout en réussissant à faire les deux, c'est-à-dire à être mère et quand même continuer à beaucoup travailler, ce qui est pas si simple. Oui, on est bien d'accord. Alors, évidemment, dans la chose, c'est la partie personnelle qui en a pris, parce que je voulais être aussi performante dans mon boulot qu'avec mes enfants, mais mes aspirations, ma zénitude personnelle en a un peu souffert, voilà. Parce qu'on ne peut pas tout concilier. C'est clair. Non, mais c'est clair. Hugues, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je trouve l'histoire vraiment très très belle. L'histoire de Laurence est très belle parce que en même temps sa mère donnait des injonctions, en effet, de l'enfant est un obstacle, et en même temps elle lui achetait les livres de la série Martine qui donnaient un autre point de vue. Donc quand même sa mère, d'une façon ou d'une autre, elle lui donnait les deux informations. Alors après, dans le concret, c'est sûr qu'il a fallu que je pense que Laurence s'oppose, elle le dit, et qu'elle prenne le contre-pied au moins matériel de ce qu'avait pensé sa mère, mais il y avait quand même quelque chose qui avait été semé en elle par ces livres de Martine et une autre façon de voir. Et comme elle le dit, renforcé par le milieu médical qui valide sa posture. Je pense que tout ça montre à quel point justement Laurence est allée plus loin que sa mère en arrivant à concilier en même temps la maternité, en même temps le travail, donc en respectant un petit peu quand même le message de la mère, mais en le mettant à sa juste place. Donc je trouve cette histoire très belle, comme quoi la vie a installé autour de Laurence tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse comme ça s'épanouir, et je trouve ça très beau. Et puis moi j'ajouterais, Laurence, que compte tenu de l'époque à laquelle vous avez été mère, avoir 3 enfants, c'est une famille nombreuse, hein. Oui, tout à fait. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut être classique dans les générations, puisque l'aîné a 30 ans, la fille a 26 ans et le dernier a 20 ans. Pour l'instant, je n'ai pas de petits-enfants. Et celui qui se projette le plus dans une famille, c'est mon petit dernier. Ma fille, pas du tout. Ma fille, qui a 30 ans, joue la donc. carrière, reproduit le schéma de la grand-mère. C'est très intéressant. Oui, et ça c'est assez juste. Hugues, on constate souvent qu'il y a parfois une grande ressemblance entre la grand-mère et la petite fille. Enfin, tout à fait. Il y a des sauts comme ça de... Mais peut-être que, la question qu'on se pose à ce moment-là, Laurence, est-ce que votre mère s'est beaucoup occupée de ses petits-enfants ? Oui. Bah oui, donc elle a...
Donc votre fille a dû être très imprégnée par votre mère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et elle s'en est occupée de façon totalement différente de ce que nous avions vécu, nous. Nous, fallait pas faire de bruit, il fallait être comme ci, comme ça, alors que ces petits-enfants, voilà, ils pouvaient faire des bêtises. Mais ça, c'est le bénéfice d'être grand-mère ou grand-père, hein, c'est qu'on n'a plus, la lourde tâche d'éduquer, de poser les limites, etc. On peut être beaucoup plus gâteux avec ses petits-enfants, hein, Laurent Ugren. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai 2 et j'avoue que je m'occupe pas de l'éducation, je m'occupe surtout de passer des bons moments avec elles. Et oui, mais vous, bon, 30 ans, elle a encore un peu le temps, mais il faut quand même aussi peut-être, enfin, je suppose que c'est un sujet que vous avez abordé avec elle. Il faut juste un peu lui dire qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps si elle veut pas passer à côté. Mais c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elle a fait vraiment quelque chose de très froid et rationnel, une étude coût-avantage. Elle a listé les avantages, les inconvénients avec son compagnon et tout. C'était très mathématique, très froid, très distancé. Elle a pris le côté matheux, mon côté matheux, alors que mon fils a pris mon côté un peu plus artiste et lui n'exclut pas totalement le truc. Mais voilà. De toute façon, aujourd'hui, il y a toujours possibilité de congeler les ovocytes si elle n'est pas tout à fait décidée, pour au cas où. C'est aussi une piste qu'on peut lui conseiller, non, Ugren? Oui. Oui, après ça, je pense quand même que les faire naturellement, c'est toujours plus sympathique. Voilà. Non, mais ça, évidemment, je suis évidemment d'accord, mais bon, c'est aussi une précaution qu'elle peut peut-être prendre si les années passent et qu'elle n'est toujours pas décidée. Complètement. Merci Laurence, en tout cas, de votre témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ugren est avec nous et nous évoquons donc la grossesse. On peut évidemment aussi évoquer l'IVG ou la perte une fausse couche si vous avez envie, bien sûr, pour que peut-être Ugren puisse vous donner quelques pistes pour que vous puissiez dépasser l'épreuve. Caroline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend très bien, Caroline. Ouais. Alors, votre témoignage est un peu différent des 2 autres témoignages. Oui, tout à fait. Parce que du coup, moi, je voulais partager ce qui m'est arrivé, et surtout au niveau du psychisme. Moi, j'ai eu la chance ou la surprise de tomber enceinte de manière involontaire avec 2 bébés. Et en plus, qui ont 1 semaine de fécondation, de différence de fécondation. Ah d'accord, donc c'est pas des jumeaux, mais enfin ce sont des jumeaux, mais pas des vrais. Qui sont pas des vrais du coup, donc il y a comme s'ils avaient été faits le même jour, c'est assez rare. Et sauf qu'on a bien vu tout de suite en fait qu'ils avaient 1 semaine de décalage. D'accord. Voilà. Et c'est le même père. Alors ouais. Donc ça a été très bien documenté depuis, je crois que ça a commencé aux États-Unis. Donc ça arrive effectivement et ça a été documenté parce que c'était pas le même papa. Il se trouve que moi, cette angoisse-là, je l'ai pas eue. Je savais que c'était le même papa et je me souvenais, c'est marrant parce qu'on dit souvent que les femmes sentent quand elles tombent enceintes. Et effectivement, je me souviens même des 2 soirs en fait où ils ont été conçus. Mais ce qui a été particulièrement compliqué en fait à plusieurs points, c'est que ces bébés ils n'étaient pas attendus et qu'en fait au moment où j'ai su qu'il y en a déjà un, c'est un choc en fait, une grossesse quand elle n'est pas planifiée. Enfin, ça peut être un choc, c'était le cas pour moi. Et alors de savoir qu'il y en avait 2 et qu'en plus j'étais dans un cas un peu atypique. Ça a été un moment au niveau du psychisme. J'ai eu un moment de fracture en fait. Mais j'imagine. C'était extrêmement. C'est un peu là-dessus que je voulais témoigner, c'est que j'étais partagée. Bon, on avait donc décidé de mener cette grossesse à terme. Bon, il faudrait, pour le contexte aussi, la personne avec qui j'étais c'était une relation peu établie en plus. Donc il y avait énormément de choses qui venaient se rajouter, mais bon, une fois qu'on a décidé de garder ces bébés, on a donc avancé dans la grossesse. Et moi, j'ai mis 9 mois à dire 2, tellement j'avais été choquée
du fait, il n'y a pas de jumeaux dans ma famille, il n'y avait pas donc d'assistance médicale, enfin tout ça. Et j'ai vécu 9 mois partagés entre cette immense... Je suis ostéopathe, donc le corps est mon domaine. J'ai pu accueillir tout ça d'une manière extrêmement personnelle, mécanique quant à la beauté, au développement, à l'écoute, et en même temps une fracture psychique de me dire mais je vais avoir des jumeaux, comment je vais faire, comment je vais devenir maman, je m'en sentais complètement incapable, et en plus de sentir au fur et à mesure des mois monter quand même deux autres énergies. Enfin, c'est vraiment particulier d'imaginer que vous avez deux êtres qui se développent et qui deviennent à leur tour indépendants. Donc l'aspect psychique et psycho-émotionnel de ces 9 mois a été particulièrement complexe. Alors déjà, on va poser la question à Ugraine. Donc dans le cas de Caroline, il y a une ovulation qui alors c'est quand même curieux parce qu'une semaine, c'est pas, c'est quoi? C'est une nouvelle ovulation? Alors oui, il y a eu, ça a été documenté aux États-Unis en effet, avec un cas assez curieux, mais qui était imparable. C'est-à-dire qu'il y avait un enfant qui était blanc et l'autre qui était noir, donc c'était vraisemblablement pas le même père. C'est des choses rarissimes. Moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière professionnelle, mais en effet, dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu'il y ait une fécondation qui soit un peu décalée. Alors après, moi, là, le dossier, j'ai pas accès au dossier, donc c'est un peu plus compliqué. Il peut aussi y avoir des enfants qui se développent un petit peu en décalé aussi, mais ça semble pas le cas d'après ce que dit Caroline, donc pas de souci avec ça. Après, ce que je trouve, ce que je me dis, c'est que Caroline, elle a quand même eu plusieurs chocs au début, et en effet, pour digérer tout ça, ça devait pas être commode. Comme elle dit, une situation de couple pas vraiment établie, une grossesse qui démarre pas tout à fait comme les grossesses classiques. En plus, il y en a deux. Et en même temps, j'entends bien, en même temps que prise par l'expérience qui est belle, il y a quelque chose en elle qui se réjouit, et puis quand même en se disant, comme elle l'a dit, comment je vais le faire, est-ce que je suis... Elle a même dit je suis incapable, bon, ce qui s'avère pas le cas finalement, mais il y avait des gros doutes sur finalement le moment juste, le couple juste, 2 enfants à la fois, comment je vais faire pour m'en occuper, toutes ces questions. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que beaucoup de femmes finalement se posent ces questions-là de façon moins forte peut-être, mais elles se les posent. Et que, en principe, la grossesse, elle est faite pour essayer d'arriver apaisée, c'est-à-dire d'avoir résolu le mieux qu'on peut, au moins intérieurement, parce qu'extérieurement, on ne sait pas encore comment on va se débrouiller puisque les enfants ne sont pas là, mais au moins avoir trouvé le moyen de rassurer son être, rassurer son être par rapport à ce qui se présente. Voilà. Mais bon, bravo Caroline d'avoir traversé tout ça et d'avoir trouvé une solution au milieu de cet imbroglio. Ce qui est génial, c'est que, alors, je sais pas, Brigitte, vous pourrez peut-être parler d'inconscience. Pour la petite histoire, j'étais en thérapie pour justement, ma maman était décédée pas très longtemps avant et tout, et je voulais à travers cette rencontre avec cet homme-là travailler un peu mon désir d'enfant parce que j'avais 35 ans et être sûre que, moi j'avais toujours dit, c'est pas que je veux pas d'enfants, c'est que si j'en avais voulu très fort, je les aurais déjà. Donc j'étais vraiment dans cet accompagnement. Bon, 2 mois après, j'étais enceinte. Et il y a eu quelque chose de l'ordre, pour moi la vie j'ai dit toujours que j'étais sur l'autoroute de ma vie, je me suis arrêtée à la station-service et quand je suis remontée dans ma voiture, on m'a dit toi tu vas par là. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans votre inconscient et qui vous a permis de tomber enceinte. Et c'est sûrement un choix que je n'aurais pas fait. Que je n'aurais pas fait consciemment. Oui, cette thérapie vous a certainement libéré quelque chose qui était bloqué. Et puis la perte de votre mère aussi peut-être, parce que ça renvoie à la vie, la mort. Enfin, c'est ce dont je parlais dans l'introduction, bien sûr. J'imagine, et de fait aussi de ce truc un petit peu atypique, parce que du coup on avait bien discuté pour répondre à Hugues. C'est bien effectivement 2 fécondations avec 2 embryons qui sont en embryologie, on date assez bien tous les premiers débuts. C'était pas un retard de développement, mais donc bien deux fécondations coup sur coup. Et alors pour vous qui êtes un peu dans l'astro, Brigitte, je dis que mes enfants n'ont rien en commun à part la date de naissance. J'ai des jumeaux Gémeaux. Et si on avait laissé la nature faire, ils n'auraient même pas la même date de naissance. C'est-à-dire que j'en ai un qui serait né le 14 et l'autre le 15. J'ai l'eau et le feu, j'ai l'huile et l'eau, j'ai vraiment 2 entités opposées, j'ai 2 petits gars. Et tout ça a fait que pendant 9 mois, quand tout ça s'est construit en moi, bon, je savais pas pour la date de naissance, mais ça a
tout tourne autour de cette espèce d'antagonisme, de grande joie et de grande peur, de deux enfants complètement différents, voilà. Donc, mais les Gémeaux, c'est en effet le signe le plus significatif des jumeaux, hein, justement. Mais donc, ils seraient nés à combien de temps de différence si vous normalement? Eh bien, ils auraient, comme j'ai été à terme, tout s'est très bien passé, j'ai travaillé jusqu'au bout et tout, et j'ai donc accouché le 14 juin à 23h et quelques, et si on avait laissé la nature faire, mais maintenant pour la santé du deuxième, il était un petit peu fatigué, donc il réactive un peu le deuxième accouchement. Mon deuxième fils serait né le 15. Donc j'aurais des jumeaux qui n'ont pas été faits en même temps et qui, si on avait laissé la nature faire, n'auraient même pas la même date de naissance. Aurait un jour d'écart, oui. Sur le papier, quoi. C'est fou quand même, hein. Ils sont du même sexe ou pas? Alors, oui, ils sont du même sexe. J'ai pas voulu. On a gardé la surprise jusqu'à l'accouchement. Donc je voulais pas savoir si c'était des petits garçons et des petites filles. Et au final, il y a eu 2 petits garçons, 2 petits gars. Moi, je sens quelque chose de très intéressant, mais bon, c'est vraiment subjectif de ma part. Mais j'ai l'impression que dans tout votre parcours, il y a en même temps quelque chose qui se mûrit, et puis en même temps, comme si la vie venait et amenait sa patte à votre histoire, avec ces 2 jumeaux qui arrivent dans un moment un peu comme ça, pas vraiment prévu, pas vraiment comme si la vie cherchait à vous pousser dans une direction, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, avec l'histoire de la station-service. Et je sens bien que la vie s'occupe de vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et en même temps des beaux enjeux qui vous permettent de mûrir et d'être la femme que vous êtes. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment accompagnée du ciel, si je puis dire. Écoutez, effectivement, après chacun mettra le cursus spirituel ou énergétique. Qu'importe, oui. De toute façon, le sens qu'on y met, c'est ce qui compte pour nous. Mais est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète, Caroline? Allez-y, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas tellement d'enfants, en fait, au départ? J'ai construit une vie, j'ai toujours été une ado, une jeune adulte en plus en faisant mes études très libre. Et je m'étais jamais vraiment inscrite dans une relation longue, vous savez, comme un peu ces jeunes filles un peu modernes qui voyagent et tout. Et je sortais autour du décès de ma maman d'une relation où j'avais commencé à sentir poindre à 33 ans le côté plus organique du désir d'enfant. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas que je voulais pas. Bon, déjà, je me sentais moi-même assez incapable, mais surtout, j'étais persuadée que si j'avais voulu très fort, comme certaines femmes, j'aurais construit des couples qui m'auraient amené à ça. Et c'est vraiment ce que j'allais dépatouiller en thérapie, en me disant, voilà, là, j'ai 33 ans, 34 ans, je vais être amenée alors je savais pas si ce serait le père de mes enfants, mais à re-rentrer dans une relation, sûrement dans d'autres relations de couple, et c'est une question qui va se poser. Et donc je voulais pouvoir aller déposer ça dans une oreille professionnelle pour savoir si effectivement, pour répondre à votre question, de quel ordre c'était, est-ce que c'était je n'en veux pas, ou je me suis pas autorisée, ou voilà. Et j'ai pas eu le temps puisque j'ai fait 2 séances avec la thérapeute et je suis pas enceinte. Donc apparemment c'est que la question est dans la réponse. Oui, ça je crois aussi. Mais en tout cas c'est intéressant ce que vous dites parce que ça peut éclairer certaines femmes qui écoutent et qui sont pas encore très claires avec leur désir ou leur non-désir. Au fond, oui, aller déposer ça quelque part pour pas passer à côté, parce que c'est le problème de la femme. Hein. On a quand même une horloge biologique assez dure, hein, Ugraine. Ah oui, tout à fait. À partir même, on disait dans 35 ans, à partir de 35 ans, la fertilité chute, même un petit peu avant, mais avant c'est anecdotique. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question de ce qu'on veut et pas s'y prendre trop tard, parce qu'après on tombe dans des systèmes de fécondation in vitro et autres aides médicales à procréation qui sont compliquées, qui prennent beaucoup d'énergie et qui sont douloureuses parfois, donc c'est vrai qu'il vaut mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, les faire naturellement. Bien sûr, et qui marchent pas si bien que ça, hein. Les échecs sont nombreux, hein, on le sait. Moi, j'ai tellement vu de femmes secouées dans ces parcours d'infertilité, des couples secoués, même. Donc, je me dis, si on peut essayer d'éviter de se poser les bonnes questions avant et de réfléchir avant, et puis de faire avec ce que la vie propose. Hein. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux avec Caroline, c'est que finalement, elle a fait avec ce qui se présentait, en essayant
qu'est-ce que je décide devant ce qui se présente, quoi? Parce que ces jumeaux, ils sont présentés de façon atypique, comme ça. Et donc ça fait aussi partie du jeu de pas tout décider, de pas tout choisir. Et c'est un des principes fondamentaux de la grossesse et de l'accouchement, d'ailleurs, surtout de l'accouchement. C'est bon, la grossesse, on peut choisir, mais il y a un moment où il faut aussi faire avec ce qui est. Et de ce point de vue-là, Caroline a bien navigué entre ce qu'elle peut faire, ce qui est. Et je trouve ça très, très, très humain. C'est un joli clin d'œil de la vie, comme on dit. Ouais. Merci vraiment, merci Caroline. On continue avec Marie-Hélène qui nous rejoint, je crois, ou non, on n'a pas Marie-Hélène. Alors on va rester justement sur toutes ces questions de grossesse. Ugraine, on l'entend bien chez Caroline, hein, c'est entre guillemets un accident. Là aussi peut-être quand il y a un accident, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, peut-être par échec de contraception, hein, parce qu'on sait que ça arrive. Est-ce qu'il faut prendre un peu le temps avant de prendre une décision? C'est ce qu'on verra après les infos. Nous parlons de la grossesse et de tout ce qui se passe dans le corps et dans la tête des femmes aujourd'hui avec Ugraine. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer la grossesse avec Ugraine, notre spécialiste. Je rappelle que vous êtes un ancien obstétricien et vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité. On peut évidemment, si on a une question à vous poser sur ce sujet, profiter de la présence d'Ugraine. Et on peut vous retrouver sur ugraine.com et également sur l'essentiel vue du cœur, votre blog. Alors oui, je disais, quand une femme tombe enceinte par accident, alors j'aime pas tellement cette expression de tomber enceinte, mais bon, avec l'accident qui suit, on peut l'utiliser. Est-ce que ça vaut pas le coup tout le temps plutôt d'aller un petit peu réfléchir, parce que c'est vrai que l'IVG c'est une solution qui est parfois prise un peu comme ça à la va-vite, même si bien sûr il est important de respecter ce que chaque femme décide, hein. Oui, complètement. Alors, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai essayé de développer par rapport à cette question dans toute ma vie professionnelle. C'est de dire aux femmes qui étaient enceintes et un petit peu par surprise ou tombées enceintes, comme vous dites, l'important, c'est pas tellement ce que vous décidez, c'est que vous ayez pris le temps de la réflexion. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, mais que comment on peut essayer. Et je leur disais parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez pris le temps de la réflexion, de réfléchir par vous-même et de vous faire une idée le mieux que vous pouvez de ce que vous voulez, après coup, vous aurez moins de regrets ou pas de regrets. C'est-à-dire vous pourrez vous reporter, même si après coup vous dites j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, vous vous reporterez au moment où vous avez réfléchi et vous vous direz j'ai réfléchi à l'époque avec ce que j'avais de moi-même, ce que je savais, et du coup j'ai pris ma décision le mieux que je pouvais et donc j'assume parce que je me suis posé devant, j'ai réfléchi et j'ai décidé. Et je crois que c'est ça qui compte, c'est s'arrêter, comme vous le disiez très bien Brigitte, s'arrêter et réfléchir et dire finalement je ne me précipite pas, mais je vais essayer de peser les choses et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi actuellement et dans quelle direction je veux aller. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se sente libre aussi bien de choisir de ne pas faire l'IVG que de choisir l'IVG et de ce point de vue-là, cette liberté leur permet cette réflexion. Absolument. Marie-Hélène nous rejoint. Je crois que vous voulez parler de la grossesse qu'a vécue votre fille, qui n'a pas été si facile que ça. Pas spécialement la grossesse, mais en tout cas la relation avec son compagnon. Bonjour, oui. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Brigitte. Merci de me prendre à l'antenne. En fait, donc je suis la grand-mère de 2 petites filles et donc ma fille avait entamé une première grossesse, mais j'ai envie de dire presque sous menace puisque son mari lui avait stipulé que si jamais elle tombait pas enceinte, il la quitterait. Et alors il faut savoir que ma fille est atteinte d'endométriose, donc vous pouvez imaginer les dégâts que ça a pu faire dans la tête de ma fille. Et je me pose des questions par rapport à sa fille, actuellement ma petite fille, donc qui est l'aînée, parce que le parcours a été très compliqué au niveau du psychique. Ils sont toujours ensemble ou pas? Ils sont toujours ensemble. Ils ont eu une 2e petite fille. La grossesse n'a pas été du tout sereine.
J'ai envie de dire, c'est presque normal, vu les paroles assassines qui avaient été émises pour la première grossesse. Donc c'était un peu normal que ma fille ne soit pas sereine pour la deuxième. Bon, la deuxième petite fille va bien, mais la première a quand même un parcours compliqué relationnellement avec ses parents, puisque nous, avec les grands-parents, ça se passe très bien. Elle a quel âge aujourd'hui Elle a 4 ans. 4 ans, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle va pas bien Parce qu'elle fait des crises, crise sur crise avec les parents. Donc elle est suivie par un pédopsychiatre qui travaille avec elle. Mais je me posais des questions par rapport à la manière dont ma fille a vécu cette grossesse. Bien sûr, oui. Parce que je me dis, ce qui m'a fait réagir et qui m'a fait appeler, c'est quand votre interlocuteur a dit qu'une grossesse c'était 1 + 1 égale 1. Bien sûr, mais donc je pense que ma fille a tellement assimilé ces paroles. Je me demande si ça n'a pas eu un effet sur l'enfant. Oui, j'entends bien ce que vous imaginez. Ukraine, qu'est-ce que vous pouvez dire à Marie-Hélène ? Oui, alors de toute façon, si vous voulez, c'est sûr que l'enfant, il sait tout. Hein. Alors après, il va s'en couper un peu de cette connaissance, mais quand il arrive dans tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il connaît la situation et il sait très bien que cette petite fille, elle savait très bien que votre fille avait subi une manipulation et que bon. Après, la façon dont l'enfant réagit, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de qu'est-ce que votre fille a fait de cette injonction de son conjoint au moment de l'accouchement. Et vraisemblablement, d'après ce que je comprends, vu qu'ils sont encore ensemble, ça n'avait pas dû trop bouger. Après, comment ça impacte son fonctionnement psychique, ça, il n'y a qu'en étant face avec la petite qu'on peut savoir, parce qu'elle a des ressources, elle a ce qu'il faut pour s'en sortir. Comment est-ce qu'elle met tout ça en mouvement, si vous voulez. Après, qu'elle fasse des crises... c'est peut-être pas trop grave que ça. C'est ça que je suis en train de penser. C'est que c'est une réaction peut-être saine finalement, parce que dans tout système psychique, si vous voulez, quand il y a une douleur centrale, il y a un système qui s'installe autour et qui va essayer de protéger la blessure centrale. On appelle ça des protecteurs. Et donc peut-être que ces crises, c'est un protecteur qui vient dire stop. Et là, il faut pas aller plus loin. Et du coup, en même temps, il faut pas les empêcher. En même temps, il faut essayer de comprendre ce qui se trame là-dessous et qu'elle fasse un travail avec quelqu'un professionnel. Ça me semble une très bonne chose. Surtout ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas vouloir à tout prix que ces crises disparaissent. Ce serait pas une bonne chose à mon avis. Oui, mais à savoir quand même que ma petite fille a expulsé le père au niveau des dessins. C'est-à-dire que la pédopsychiatre s'est rendu compte que ma petite fille ne dessine pas le papa. La représentation de la famille, c'est la maman, ma petite fille et sa petite sœur. Oui, ça m'étonne pas. Oui, c'est assez logique. Voilà. C'est assez logique. À partir du moment où il manipule et qu'il manipule sa mère et qu'il fait du mal à sa mère par cette manipulation, la petite, elle prend la défense de sa mère, puisque 1 + 1, comme je disais, fait toujours 1, et que donc elle ait pris le camp de sa mère et que les crises soient liées au père. Moi, j'en sais rien. Je suis pas avec elle. J'en sais rien. Je vois ça d'un peu loin parce que on est dans une émission radio et je suis pas face à la petite et à la mère, mais vraisemblablement, il y a quelque chose qui me paraît complètement logique d'un point de vue intériorité. Mais ce que je voulais dire en fait en résumé, c'est que des paroles qui peuvent être très très maladroites ou qui sont dites pendant la grossesse peuvent avoir un impact sur l'enfant à venir. Moi, ça vous faites plaisir à Ukraine parce que c'est sa conviction profonde, donc. Moi, je le découvre douloureusement, voilà. Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a d'assez d'important, c'est que cet homme, vraisemblablement, dans la façon dont vous en avez parlé, en tout cas, les paroles étaient portaient vraiment une intériorité manipulatrice. Et, parce qu'on peut dire des paroles avec une certaine légèreté qui sont un peu décalées, mais qui sont pas violentes. Mais là, à partir du moment où l'intériorité est en phase avec ce qui est dit, c'est ça qui est gravissime. C'est que, alors, je sais pas où ça en est maintenant. Est-ce qu'il a évolué, cet homme? Il a le droit aussi d'évoluer. Hein, c'est pas. Oui, et puis ce qu'on peut dire quand même, Marie-Hélène, et c'est ça qui est aussi important, c'est que comment votre fille assimile le fait qu'elle s'est sentie obligée d'être enceinte, et en même temps elle a quand même accepté d'en avoir un deuxième, donc elle a quand même je veux dire, il y a quelque chose à comprendre aussi dans ce qu'elle...
elle était désireuse d'une grossesse, hein, c'est évident, mais c'est l'injonction qui a été complètement difficile à gérer pour elle. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a eu un impact après sur la suite, quoi. Et ça a encore des impacts sur leur vie, sur sa vie de femme, et voilà. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais voilà, c'est très compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Voilà. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est important qu'elle puisse être un peu plus claire on sent bien là qu'il y a une tension forcément très forte chez elle entre à la fois son désir d'être mère, son plaisir de voir ses enfants, et puis certainement une relation qui est quand même un petit peu bancale. Enfin, on a l'impression. Toxique, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, je n'ai pas voulu utiliser le mot pour pas vous faire. Mais moi, j'utilise. Oui, bien sûr. Donc ça c'est peut-être j'ai entendu que la gamine de 4 ans va voir quelqu'un, mais peut-être que votre fille aussi a besoin d'être soutenue pour justement qu'elle puisse faire une élaboration psychique de manière à mieux assumer Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a entamé quelque chose. Elle a entamé quelque chose avec un thérapeute qui a invité le couple à le faire. Le problème, c'est que monsieur ne peut pas poursuivre et lui, a fait la démarche. Hein. Lui, s'il est toxique, il a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Écoutez, soyez proche merci beaucoup. Soyez proche de votre fille, parce qu'à un moment donné, elle aura besoin de vous. Ça me paraît évident. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Hugues, vous voulez dire autre chose à Marie-Hélène ? Oui, je fais tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, Brigitte, parce que je pense qu'en effet, cette fille, la fille de Marie-Hélène, elle a vraiment besoin, elle aussi, à mon avis, d'essayer d'éclaircir ça et de se libérer de cette emprise. Et je pense qu'en se libérant de cette emprise elle-même, en élaborant tout ça, elle va permettre à la petite d'être plus calme. Parce qu'en fait, la petite, elle essaie de défendre sa mère, pour moi. Elle essaie de s'opposer à cette injonction manipulatrice. Donc je pense qu'en effet, à partir du moment où elle s'est mise en route, la maman s'est mise en route, c'est une très bonne chose. Et qu'elle le fasse seule, c'est pas très grave, mais qu'elle le fasse, ça me paraît indispensable pour le bien-être de la famille, pour son bien-être à elle, pour le bien-être de la petite aussi. Et puis, ne négligez pas votre rôle, hein, Marie-Hélène, parce que vous apportez évidemment à ces 2 enfants une stabilité dont ils ont énormément besoin. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Hélène. Bonne journée, au revoir. Merci. Et puis c'est le moment, justement, on parle de la grossesse aujourd'hui. Alors plus que jamais, on va rappeler que c'est dimanche, la fête des mères. Hugues, vous le savez évidemment, je pense que je ne vous apprends rien. Et donc à cette occasion, moi j'ai le plaisir tous les jours d'offrir ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de leventalafrançaise.com. Alors c'est vrai que c'est sympathique parce que c'est un bracelet qui peut nous accompagner avec une finition dorée qui est fabriquée intégralement en France, et ça c'est important aussi. C'est un petit cordon qui est garanti à vie, ça résiste à l'eau, et puis dessus on peut mettre l'initiale, soit de sa maman, bien sûr. Si vous avez envie de le gagner, eh bien vous appelez le 0826 300 300, et puis vous pouvez aussi voir à quoi il ressemble sur leventalafrançaise.com. Avec Philippe Arlin, demain, nous parlerons de l'infidélité. Comment retrouver une sexualité harmonieuse après un adultère ? Venez témoigner. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Hugues, nous évoquons donc ce qui se passe durant la grossesse. Et je crois qu'Olivia, vous êtes maman de plusieurs enfants. C'est bien ça ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre émission. Effectivement, j'ai eu 4 grossesses. Et la raison de mes grossesses, en fait, c'était de ne pas répliquer la façon dont ma mère nous a élevés. C'est-à-dire que j'ai un frère aîné de 5 ans de plus. Oui. J'ai une sœur cadette d'une dizaine d'années de moins, et moi qui suis au milieu. Et pour moi, ça a été comme si elle nous avait élevés comme des enfants uniques. Oui, parce et pour vous, en tant qu'enfant, vous avez trouvé qu'il y avait une grande différence d'âge, donc vous vous sentiez éloigné et de l'aîné et du plus petit, c'est ça ? Oui,
Voilà. Et de ce fait-là, bon, après j'ai eu un problème, avec mon père qui était violent et je suis partie prématurément, on va dire, de la maison. J'ai quitté le domicile parental à l'âge de 16 ans et demi et je me suis mariée. Voilà. Et très très jeune alors. Oui, je me suis mariée à 16 ans et demi et mon premier enfant est né 2 ans après. Et 1 an et demi après un second, 2 ans après un troisième, 2 ans après un quatrième. Et en fait, je voulais une famille unie, fusionnelle, enfin des enfants du même âge qui aient les mêmes, plus ou moins les mêmes. J'admire le courage qu'il a fallu avoir quand vous aviez les 4 avec pas beaucoup d'âge entre. Tout à fait. C'est une belle entreprise. Oui, j'imagine. Hein, il fallait de l'organisation. Tout à fait. Et alors après, ce sont des grossesses que j'ai voulu, que j'ai souhaité. Voilà, et sans compter que mon mari n'avait pas d'enfant, il était plus âgé que moi, il était beaucoup plus âgé que moi, et pour moi c'était un bonheur de perpétuer le nom de famille. Et les enfants, les grossesses sont bien passées parce que j'étais jeune. Voilà, le premier enfant. Alors ça c'est intéressant et je relève ce que vous venez de dire. J'étais jeune. On entend toujours Ugren qu'en effet une première grossesse 18 ans et demi, c'est en effet très jeune actuellement. C'est vrai que les grossesses sont toujours plus faciles à 20 ans qu'à 40. Oui, je pense. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que alors après 18 ans, c'est jeune, mais en fait déjà il y a la maturité physique qui est là, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on est jeune, parce que forcément le corps s'adapte de façon plus facile qu'après, surtout vers 35, 40 ans ou après, c'est plus compliqué. Oui. Voilà, donc ce qui fait que j'ai allaité mes enfants. Donc ça a été pour moi un bonheur. C'est la plus grande et la plus belle des aventures. C'est bien parce que là on voit aussi à la fois comment vous avez voulu faire autrement que maman et puis comment ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, vous ne vouliez pas le faire vivre à vos enfants, donc vous vouliez qu'ils soient proches tous les uns des autres. Et est-ce qu'ils l'ont apprécié ça, eux, vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Alors déjà, ils n'ont pas eu le temps d'être jaloux. Ça c'est sûr, oui. Non mais c'est important ce que vous dites parce que moi je sais que mon petit frère est arrivé quand j'avais 4 ans et à 4 ans on est très 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 jalouse de voir qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre notre place. Ça c'est vrai. Partager, il faut donner, il faut être présent pour l'un et pour l'autre. C'est tout un contexte. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps, ils ont grandi ensemble. Ensuite effectivement on n'a pas trop eu de relations amicales parce que arriver chez des gens avec 4 enfants, on nous invite pas. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Ça c'est peut-être plus récent, c'était peut-être pas comme ça il y a 30 ans. Ugren, vous réagissez à tout ce que nous dit Olivia? Je voulais savoir comment ils s'entendaient maintenant, s'ils avaient vraiment profité de cette proximité qu'ils avaient quand ils étaient enfants, comment ça se passe aujourd'hui, cette belle famille. Jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de fréquenter, si vous voulez, ils s'entendaient très bien. Donc le créneau d'âge aujourd'hui, l'aîné a 48 ans et le dernier il en a 42. Donc ils étaient ensemble, ils allaient à l'école, plus ou moins ils avaient 1 an d'écart entre chaque classe, plus ou moins, ou 1 an ou 2 ans d'écart scolaire. Donc ils s'entendaient très bien et chacun avait son caractère et puis après chacun a pris sa voie professionnelle. Assez jeunes parce qu'ils ont présenté des études professionnelles. Ils n'ont pas pris la voie générale. Donc chacun a un métier totalement différent. Le seul souci, ça a été les belles filles qui ont cassé tout ça. Voilà, qui ont fait qu'elles ont pris les garçons. Alors ma réflexion quand j'ai eu mon premier enfant, c'était de vouloir justement, 4, pourquoi 4 et pourquoi pas 5 ou 3, mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Et c'est 4 garçons, si je... Oui. Et donc c'est leurs femmes qui ne s'entendent pas, quoi.
C'est ça. Disons que la première personne qui est arrivée, la première belle-fille qui est arrivée, les a fait se disputer. Et c'est vrai que mais là j'ai une peine immense parce que ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus vu mes enfants tous les 4 ensemble. Oh, c'est triste ça, oui. C'est triste, oui. Mais c'est certainement une stratégie, sans doute inconsciente, de la part des belles filles, de les éloigner aussi de la maman. Hein, parce que là, je pense que vous étiez une famille particulièrement soudée, avec une sorte de mère très, très, très enveloppante, et que, de manière inconsciente, il me semble, les belles filles ont essayé de casser ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Hugueraine? Oui, je pense, bien sûr, ça c'est évident que ce que vous dites me paraît évident, c'est que devant cette unité, elles ont voulu quand même ne pas prendre le risque que cette unité dure trop et que prendre leur place, elles soient à côté pour prendre une vraie place et avoir la place centrale, donc on peut bien comprendre. Après, il y a quand même le fait que ces garçons, ils sont quand même laissés faire. Alors après, c'est toujours l'amour et le fait, en effet, que la famille parentale est moins importante, semble-t-il, et que du coup, on va vers sa propre vie, on peut comprendre. Mais il y a aussi quelque chose où ils ont accepté cet état de fait, et voilà. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, Olivia, c'est que pour une circonstance très particulière, vous pourriez leur demander de se réunir tous les 4 une fois de temps en temps, peut-être pas trop souvent. Oui, mais aujourd'hui, à ce jour, si vous voulez, au bout de 16 ans de mariage, j'ai divorcé. Et je me suis retrouvée avec mes quatre enfants. L'aîné avait 14 ans et le dernier avait 8 ans. Donc c'est là où ils s'entendaient le mieux, en fait. Eh ben oui, ils faisaient bloc avec maman. C'est au moment où, voilà, après ils ont chacun, ils ont grandi, ils ont fréquenté d'autres personnes, mais je ne me suis jamais imposée. Ou voilà. Après, il y avait la jalousie entre belles filles, vous voyez, entre femmes. Mais moi, c'était pas mon... Mais non, il n'y a que de la sororité entre les femmes, Olivia. Enfin, voyons. Non, mais bon. Non, je pense que j'ai pas eu de chance. Alors, c'est pour ça que je vous dis... Mais vous avez raison. La rivalité féminine, elle est beaucoup plus sournoise, mais elle existe aussi, évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, ils se sont tous séparés. Hein. Chacun, ça s'est mal terminé, on va dire. J'ai des petits-enfants, hein, je les vois. Et aujourd'hui, ils se retrouvent tous les 4. Ah, donc quand même. Voilà, moi je ne les vois pas parce que après entre le divorce aussi qu'il y a eu, qui a fait mon ex-mari a mis la zizanie dans la famille, donc qui fait que ça a fait une séparation avec moi. Voilà. Mais le reste aujourd'hui, mon action, si vous voulez, ma pensée à l'époque où j'avais 18 ans et que je voulais avoir un enfant, c'était que j'en voulais plusieurs parce que je me suis dit, moi une fois partie, eux ils seront toujours là ensemble. Il y en aura toujours un qui parlera à l'autre et l'autre à l'un. Oui, alors ça c'est une... C'est qu'à moi. Non, voilà, j'entends bien, mais ça c'est un fantasme qu'on respecte évidemment, mais qui est vraiment un fantasme parce que souvent on remarque alors parfois les frères et sœurs continuent à s'entendre parce qu'ils ont des vrais points communs et parce qu'il y a une vraie relation, mais on constate quand même souvent que quand les parents ne sont plus là, c'est ce qui parfois fait que les frères et sœurs n'ont plus de raison de se voir. Donc ça reste quand même quelque chose, mais ça c'est nos fantasmes qu'on a quand on a. C'était mes pensées de l'époque quand j'avais 18 ans. Donc ça remonte à loin. Donc 50 ans après, effectivement. Donc c'est pour ça qu'une grossesse, je les ai vécues pleinement, sereinement. Mes allaitements également, puisque je les ai tous allaités pendant plus de 9 mois. Et ça a été des moments vraiment pour moi délicieux. Bravo et merci de ce témoignage encore une fois. Hugueraine, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Oui, je pensais que finalement, si j'ai bien compris, donc ces 4 garçons, ils sont séparés, ils s'entendent bien ensemble, et finalement, c'est vous qui vous retrouvez du fait des embrouilles qu'il y a eu avec l'homme dont vous êtes séparés, qui fait qu'il y a quelque chose qui est un peu séparé avec eux. Moi, j'essaierais de me poser la question s'il n'y a pas, en effet, comme Brigitte l'a soulevé tout à l'heure, s'il n'y a pas moyen quand même de faire une proposition qui soit pas trop compliquée et qui permette quand même de réunir un petit peu les choses. Peut-être d'abord séparément les uns avec l'autre, et puis après faire quelque chose comme ça. Parce que je sens qu'il y a une douleur pour vous là-dessus, et je me dis, il y a peut-être une solution à trouver, à chercher, à explorer.
trouver la bonne intuition. Absolument. Merci beaucoup Olivia. Hugues, on fait une petite pause, on se retrouve avec le sexe au conseil. Est-ce qu'il faut avoir des tabous ? Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent évidemment. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Hugues, le sexe au conseil, faut-il avoir des tabous ? On a toujours tendance à entendre que pour être libre sexuellement, il ne faut pas avoir de tabous. Je pense que c'est une erreur. Il y a des tabous qui sont nécessaires. Je pense notamment à l'inceste. On a encore fait hier une émission sur la pédocriminalité et on voit bien que normalement, on devrait avoir ce tabou de ne pas avoir de relations sexuelles avec des enfants. Ça paraît évident. Enfin, j'espère que ça paraît évident pour tout le monde. Il y en a d'autres, la nécrophilie par exemple, ça consiste à faire l'amour avec des cadavres. Je pense que c'est peut-être mieux que ce soit un tabou. Donc on voit bien qu'il y a quand même des tabous universels. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi à examiner, c'est que suivant les cultures, on n'a pas forcément les mêmes tabous et suivant les époques également. Par exemple, au XVIIe siècle, on épousait on mariait des jeunes filles de 12-13 ans, c'était pas tabou, alors que ça l'est totalement dans notre culture, et ça ne l'est pas dans certains pays encore aujourd'hui dans le monde. C'est parfois important de rappeler ça aussi. Et puis après, il y a les tabous personnels. Et ça fait partie de notre éthique. Et je crois que ça, c'est important de respecter ces tabous. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, aussi, j'allais dire, banal que ce soit, on a le droit de ne pas de considérer que c'est tabou pour nous. On peut avoir le droit de considérer que la fellation, c'est tabou. Et après tout, pourquoi pas ? Sauf qu'il faut toujours bien savoir que c'est important de bien communiquer avec son partenaire et que ça peut évoluer au fil du temps. C'est un petit peu comme une rivière qui va être avec des rives plus ou moins stables. Donc il ne faut pas avoir peur d'être conscient de ce qu'on a comme tabou ou pas. Je vous laisse réagir. Oui, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment, j'ai fait pas mal de formations, j'ai animé des formations sur la sexualité, et en effet, je pense que cette question du tabou, elle est essentielle, et tout ce que vous avez dit, j'adhère totalement, avec en effet cette idée que on peut évoluer et que ça peut se faire dans le temps, et qu'il y a des choses qui nous plaisaient pas, qui nous plaisent, etc., etc. On est vraiment d'accord. Après, la question que je me posais à un moment, moi, je me disais, mais oui. À partir du moment où, ce qu'on disait beaucoup à une époque, c'est à partir du moment où les deux partenaires sont d'accord, il n'y a pas de problème. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas si simple que ça. Parce que si on tombe sur deux pervers, c'est pas aussi simple que ça finalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière ça à réfléchir, parce que je ne sais pas exactement comment on peut aborder cette question, mais à réfléchir finalement, qu'est-ce qui est respectueux vraiment de l'autre, et si l'autre accepte pour des raisons traumatiques des choses qui ne sont pas normales, je vais vous dire à quoi je pense. Je pense au fait qu'on sait très bien maintenant que les prostituées, il y en a beaucoup qui sont issues justement de la pédocriminalité. Et donc, considérer que parce qu'elles sont d'accord, c'est une bonne chose, si on connaît leur histoire et qu'on sait qu'elles sont issues d'abus et d'inceste et de choses comme ça, on peut se dire, finalement, le problème n'est pas si simple, c'est ça que je veux dire. Voilà ce qui me vient en vous entendant. En même temps, une adhésion totale et en même temps un certain nombre de questions par rapport à cette idée qu'à partir du moment où les deux sont d'accord et c'est leur liberté, tout marche bien. Et justement, je voulais vous poser la question. Il y a des hommes ou des femmes qui n'ont pas, qui ne peuvent pas faire l'amour durant la grossesse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Bien sûr on doit le respecter, mais qu'est-ce que vous pourriez dire ? Je pense que d'abord, il faudrait savoir quelle est la raison, parce que la grossesse, c'est pas du tout une période qui empêche de faire l'amour. Au contraire, même dans le premier trimestre, c'est quelquefois un peu difficile parce qu'il y a tout un travail psychique, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais dans le deuxième trimestre, souvent, il y a une sensualité, il y a un désir de plaisir, etc. Donc, la relation sexuelle va bien avec cette période. Mais après, bien évidemment, il faut respecter le désir, les blocages de chacun, et puis trouver un arrangement pendant la grossesse. Mais souvent, les femmes pensent, dans ce que j'ai vu tout au moins, une bonne partie pense que ça peut faire du mal au bébé, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Et ça, c'est une invention qui n'a pas de fondement.
Oui, évidemment. Sauf dans des cas particuliers. Oui, ou peut-être juste à la toute fin de la grossesse, évidemment, où c'est plus compliqué pour des questions, évidemment, physiques. Richard, c'est notre gagnant. Bonjour Richard. Bonjour, je viens de perdre le fil. Bonjour Yvaine et bonjour Brigitte, pardon. Bonjour. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'émotion, c'est ça, parce que vous allez pouvoir offrir un magnifique petit bracelet à votre maman. C'est ça, dimanche, exactement. Eh oui. Donc c'est un bracelet personnalisé de la collection Lettres, le vent à la française.com, et donc vous pourrez choisir la lettre initiale de votre choix sur ce bracelet. Entendu. Voilà. D'accord, son prénom c'est Graziella, donc voilà. Un G, comme un point G. Bon, c'est pas très malin ce que je viens de dire. Elle était facile. Merci Richard, en tout cas, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. On va continuer avec Eléa qui nous rejoint. Bonjour Eléa. Oui, bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Vous avez eu 2 grossesses, c'est ça? Oui, il y a eu 2 grossesses, 2 différentes, avec des années, des époques différentes. Et je voulais juste revenir là-dessus, sur la première grossesse qui s'est déroulée après une interruption de grossesse nécessaire pour des raisons médicales. Et en fait, je voulais rebondir là-dessus parce que, évidemment, j'ai fait un travail psychologique d'accompagnement avant d'avoir mon premier enfant. Mais cela a été suffisant sur le plan mental, mais je dirais que sur le plan cellulaire, corporel, il se passe quelque chose qui s'est révélé un peu plus tard, notamment lors de la grossesse où, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai commencé à avoir des appréhensions non fondées, effectivement, pour les rapports sexuels ou l'intimité, et la peur de perdre mon enfant. Et donc après, j'ai travaillé différemment et sur le plan corporel pour essayer de soulever ces mémoires que mon corps avait encore de cette première grossesse inachevée. Voilà, donc là, je laisse un pan ouvert sur le fait que... Et vous avez dû pratiquer l'IVG, donc pour des raisons médicales, on s'en doute bien. Au bout de combien de Alors, mois c'était le délai le plus... Je crois que c'était les 3 mois. On était vraiment au délai maximum de ce qui était autorisé. Ça s'est découvert, enfin voilà, sur le tard de façon très particulière, donc ce serait long à l'expliquer. Mais effectivement, il a fallu prendre cette décision médicale qui n'est pas de tout repos. Et donc, on avait 15 jours de délai pour après ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc, Oui, mais là, d'abord, l'IVG, c'est jamais un acte anodin, contrairement à ce que certaines laissent croire. Mais quand en plus, ce n'est pas désiré, que c'est déjà, alors que vous avez déjà eu le temps de faire un avec votre donc c'est forcément Ugraine. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Eléa, c'est ce que ça provoque sur le plan cellulaire. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on dit. Moi, j'ai vraiment fait un accompagnement avec un médical, psychologique, avec mon compagnon aussi, pour ne pas avoir de grossesse tant que la première n'était pas, que le deuil n'était pas fait. Sauf qu'il y a une mémoire cellulaire qui se fait, et du coup, il y a eu des peurs, il y a eu des choses qui se sont révélées au cours de cette première grossesse achevée cette fois-ci. On va laisser, on vous redonne la parole bien sûr, Eléa, mais je crois qu'Ugraine voulait réagir justement. Oui, moi je comprends bien votre histoire. Est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce qui s'était passé médicalement pour qu'il y ait une interruption de grossesse mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, disons que j'ai un passif médical assez lourd et du coup j'avais dû prendre des médicaments, enfin bref, qui n'étaient pas fonctionnels et qui pouvaient entraîner des malformations de l'enfant. Et donc ça n'était pas, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Et il a fallu prendre cette décision très rapidement. Et voilà. Et donc du coup, mis de bout à bout, la grossesse n'a pas été découverte tout de suite, malgré les contrôles, etc. Donc ça s'est pas vu. Et c'est une échographie qui a permis de voir que c'était bien là. Et après,
Ok. Moi, j'ai une autre chose, c'est que je comprenne bien. L'appréhension que vous avez eue d'avoir des rapports sexuels, c'était après la naissance de votre enfant, la grossesse qui a suivi, ou c'était pendant déjà? Alors c'était dès lors que j'ai eu cette première grossesse inaboutie, quand j'ai eu ma première grossesse et mon premier enfant, c'est au cours de cette grossesse que lors d'un rendez-vous médical, on m'a dit bon, faut s'abstenir un temps. Et en fait, est-ce que c'est la peur du médecin ou non? Il y avait eu un petit couac. Et là, alors là, je ne sais pas pourquoi ou quand, je pense que psychiquement, même si j'ai fait un deuil, il y a eu cette peur de perdre mon enfant pendant une bonne partie de la grossesse. Alors, on fait une toute petite pause, Ugraine, et vous allez pouvoir répondre à Eléa. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sur Sud Radio, le matin, c'est Bourdin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Ugraine et avec Eléa. Donc, Ugraine, je vous laisse répondre à Eléa, justement. D'après ce que je comprends, jusqu'à ce rendez-vous médical, eh bien, il n'y avait pas trop de problèmes sur la sexualité, si j'ai bien compris. Hein. Et c'est à partir de ce rendez-vous médical, et donc il y a eu une injonction professionnelle qui a arrêté les choses. Alors après, est-ce qu'elle était juste ou pas? C'est difficile. C'était à quel mois de grossesse? C'était il y a longtemps, mais c'était dans les premiers trimestres, au tout début de la grossesse. Et est-ce que je me pose la question, est-ce que c'était une injonction? En tout cas, elle était suffisamment forte pour nous faire peur. Et après, ça n'a pas duré toute la grossesse pour moi, mais pendant un bon moment, j'avais peur de perdre mon enfant. Mais c'est le traumatisme de l'IVG qui quelque part laisse une peur. Alors déjà, on le sait, hein, aujourd'hui, toute femme, les premiers temps de la grossesse est toujours très très inquiète. Hein. Donc en plus, quand vous avez quand même été obligé de pratiquer une IVG, forcément, ça s'était un peu inscrit dans votre tête. Oui, tout à fait. Et c'est là où je voulais rebondir, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est de faire cet accompagnement, mais il y a toujours le corps qui garde en mémoire quelque chose. Et pour revenir et rebondir, et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions, mais sur le deuxième enfant qui est arrivé plus tard, par la connaissance, la confiance en moi, en mon corps, sur le fait que j'avais déjà eu une première grossesse, bien que, entre guillemets, peut-être il y avait plus de risques pour ma santé ou pour mon bien-être, eh bien, étrangement, le fait que je garde confiance dans mon corps m'a permis de pouvoir vivre librement cette grossesse avec le moins de mots possible et une confiance aussi du corps médical qui dit alors là, elle maîtrise, elle sait ce qu'elle fait et ça soulève un petit peu ce côté de ces mémoires de cette jeunesse, de cette non-accompagnement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, parce que quand on ne sait pas, comme vous disiez Brigitte, quand on est jeune, on est plus vite sensible à la peur. Peut-être que le premier enfant amène aussi à des craintes ou à une... ça m'amène à une question, justement. Votre mère, elle était très présente ou au contraire, justement, peut-être pas suffisamment rassurante? Elle était là, dans les deux, mais alors pas présente physiquement parce qu'on avait un écart géographique, mais très présente, sans être étouffante. Enfin, je pense qu'on a fait ce travail. Après, c'était des grossesses différentes. Ma maman a vécu des grossesses par césarienne, etc. Moi, je voulais vivre des grossesses naturelles, par voie basse. Donc peut-être que j'étais novice dans l'affaire. Non, mais parce que moi, le message que j'ai envie de passer, je pense que Irène, vous serez d'accord, la mère a sa possibilité justement de rassurer sa fille, parce que c'est quand même, peut-être la première qui peut donner un message rassurant et donner confiance à la future mère, non? Oui, complètement. Après, moi, dans ce que j'entends par rapport à cette difficulté sur la sexualité, c'était par passagère, c'était la jonction des deux choses, la jonction en fait de cette IVG et de cette injonction médicale, et c'est les deux qui sont renforcés pour faire cette difficulté passagère. C'est ça. Et puis après, effectivement, les choses se sont faites d'elles-mêmes sans problème. Mon enfant est très grand et semble s'être développé harmonieusement, mais je dirais que le travail, il est très important de le faire à 360 degrés parce que des fois, on pense que mentalement ou psychologiquement, on a fait quelque chose, c'est fait, c'est acté, et en fait, on a
notamment mon compagnon qui avait, après cette IVG, il a mis beaucoup de temps pour faire ce deuil. Il ressort quelque chose du corps à un moment inattendu. Et je trouve que c'est très important d'avoir des informations du comment accompagner, qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut pas vivre, parce que il me semble que la méconnaissance engendre des peurs inutiles. Et on en a déjà beaucoup d'inquiétudes ou d'incompréhension ou de questionnements quand on est jeune. Mon deuxième enfant, je l'ai eu plus tard et je pense qu'effectivement la maturité et le fait d'avoir eu ce premier enfant m'a permis de m'affranchir d'un certain nombre de peurs. Et du coup, même si il y avait un suivi de grossesse plus médicalisé que d'autres, il a été plus allégé par rapport à d'autres grossesses autour de moi. Et on se rend compte, alors je voulais revenir, j'avais eu un débordement de placenta sur la deuxième grossesse, donc voilà, là il y avait vraiment quelque chose, et ben je n'ai pas eu peur. Et en un mois de temps, les choses se sont résorbées, alors que des fois ça reste comme ça et puis ça peut s'envenimer, mais mon intention était ça va bien se passer. Et je crois que, comme vous disiez... C'est déjà une très très bonne injonction, parce que quand on pense que ça va bien se passer, on est déjà moins anxieux, et on sait très bien que le corps réagit beaucoup au stress et à l'anxiété de manière négative. Mais ça m'amène une question, Hugues-Reine, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais vous devez avoir quand même une réponse approximative. Normalement, une grossesse est relativement, entre guillemets, naturelle, puisque sinon il y a longtemps que l'humanité aurait disparu. Mais quel est le pourcentage de grossesses difficiles, de grossesses Alors en effet, la question me prend un peu au dépourvu. Oui, je me doute. Mais... En gros, je pense qu'il y en a 10% qui doivent être un peu en difficulté. Après, il y a une telle surveillance actuellement et on s'inquiète tellement pour... j'allais dire tout et rien, que du coup on fait beaucoup de pathologies alors qu'il n'y en a pas. Oui, c'est un peu le problème de notre époque, oui. Voilà, c'est ça. Donc on crée beaucoup de pathologies alors qu'il ne s'est rien passé. Or, par exemple, la première personne qui est intervenue, finalement on l'avait inquiété avec la toxoplasmose et finalement il n'y avait pas grand-chose, sinon un traitement médical à suivre. Donc vous voyez, il y a une espèce de sous prétexte de protection, on inquiète beaucoup, quoi. Oui. À la fois, il faut quand même, être enceinte, c'est pas rien, mais en même temps, faut plutôt essayer de rassurer les femmes et de leur donner confiance et de les aider à ressentir, puisqu'on a bien vu aussi qu'il y a beaucoup d'intuition chez une femme qui est enceinte par rapport à ce qui se passe. Oui, dans le témoignage d'Eléa, c'est le fait qu'il y a le corps sait mieux que le psychisme un petit peu où est-ce qu'on en est, et le corps il manifeste les choses, et ça c'est extrêmement intéressant parce que je pense que le corps il raconte moins d'histoires que tout le reste. Donc écouter le corps, ça me paraît absolument central pour savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe, et de ce point de vue-là, ce témoignage était très intéressant. On va donner la parole à Catherine, il nous reste peu de temps, mais Catherine, vous étiez là, oui. on va pas vous zapper comme ça. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Merci, bonjour. Oui, en quelques minutes. Alors écoutez, moi ce que j'ai pour terminer à vous dire, comme Catherine au début, une autre Catherine au début, je voudrais vraiment faire une ode à la maternité, vraiment. Moi j'ai eu 6 enfants. Mmh. Et moi, depuis toujours, je recherchais, depuis que je suis gamine, un état. Je recherchais des expériences. Je voulais être bien. Et je peux vous dire à toutes ces femmes qui hésitent, tout ça, qu'il y a aucune autre expérience qui peut vous apporter autant de choses, autant de... Enfin, c'est immense, c'est énorme, voilà. Et moi, en plus, c'est que ça a mal commencé. Moi, mon histoire, ça a commencé dans les débuts des années 70 par une IVG avec un vrai faux infirmier, des sondes et tout ça. J'aurais pu mourir. Donc, première bonne nouvelle, je suis pas morte. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai pu avoir des enfants. Et je ne pensais qu'à ça. Après cet avortement, bon, bref, je ne pensais qu'à ça, avoir des enfants. Et bon, alors comme vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que vouloir faire tout ça, ça se goupille bien, c'est pas toujours évident. Mais par chance, je dois avoir un petit ange sur l'épaule, j'ai pu avoir tous ces enfants et franchement, j'aimais tout.
avant, après, pendant, les porter, allaiter, même l'accouchement. Ah oui, mais non. Brigitte, franchement, même pour mon troisième, j'ai un souvenir très très précis, c'était limite passé dans une autre dimension et orgasmique. Oui, je sais que ça peut être orgasmique. Oui. Et ça, c'est surprenant, hein. Surprenant, très très surprenant. Mais bon, c'est voilà. Alors, est-ce que un état d'esprit, j'étais tellement contente de pouvoir en avoir après cet événement tragique du début. J'étais tellement contente. Et puis je voudrais dire aux femmes qui ont peur, comme vous dites, il y a tellement sur ce parcours, j'ai rencontré des gens incroyables. Il faut s'entourer de gens positifs, des gens qui vous aident. Il y en a des tas. Moi, j'ai pu rencontrer, et vous le connaissez peut-être, le docteur Audin, Michel Audin, que je salue au passage. J'espère que longue vie encore à lui. J'espère qui a fait pour une naissance non violence. Vous savez, qui continuait à Pithiviers. Vous l'avez peut-être connu à l'époque. À la suite de Le Boyer. Oui. Bon, en tout cas, c'est un témoignage formidable que nous confie Catherine. Et puis, je crois que tous les témoignages étaient magnifiques. Merci, Hugues d'avoir abordé ce sujet qui va peut-être aider beaucoup de femmes qui nous écoutent et les hommes aussi, évidemment. On ne les oublie pas. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur huguesrennes.com. Rennes, ça s'écrit R-E-Y-N-E-S. De temps en temps, à la radio, il faut quand même un peu épeler. Et on vous retrouve aussi sur l'essentiel vue du cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller revoir tout ça si vous appréciez la philosophie d'Hugues Rennes. Merci beaucoup Hugues. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Dolovan et demain on sera avec Philippe Arlin et on va se poser la question de l'infidélité, comment rebondir après un adultère.